Salut tout le monde, bienvenue dans 50% Matos saison 3 épisode 7, podcast dédié au monde de la photo et de la vidéo. Salut Douglas, comment tu vas? Salut Damien, ça va super, salut à tous. Ça travaille chez IPLN? Qu'est-ce que ça fait là en janvier? Le début d'année il est chargé là. Ça fait un peu tous les bilans de l'année passée avec les équipes, avec les fournisseurs, avec tous les partenaires, tous les projets de 2026. On a un gros sujet qui est on est en plein dedans. C'est on a migré complètement toute notre informatique pour passer à un niveau supérieur et être encore plus efficace. Donc beaucoup de sujets. Et c'est très riche et très très excitant et on a hâte de préparer et de mettre en place tout ce qu'on a dans la tête. Ouais, quand tu m'as dit j'ai envie de faire ça et ça, il y avait le programme de 2 mois et littéralement tu voulais le faire en 2 semaines avec 1000 idées à développer qui ont rien à voir les unes avec les autres. Il y a plein de sujets, c'est excitant et voilà parce que ça touche un peu à tout. Donc il y a beaucoup aussi de structuration. Voilà, aujourd'hui on est quand même nombreux, on est plus de 35. Plein d'enjeux qui sont passionnants à réaliser. Donc très content et en pleine forme pour attaquer cette année. Allez, écoute, très très cool. Ça tombe bien parce que janvier, on a quand même une actu qui est plutôt calme. On a quasiment aucune annonce. On a eu un kit de chez Nikon, on a eu le Ricoh là, monochrome. On en parlera dans le prochain podcast. Comme il n'y avait pas un volume suffisant, j'ai rassemblé les annonces pour le prochain podcast. Et là aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet. Moi, je suis en train de travailler sur un comparatif sur lequel je passe pas mal de temps et moi, je sais pas, j'ai l'impression que les résultats, tu vois, on verra la vidéo, mais j'ai l'impression que c'est décevant. Tu vois, en décembre, je m'imaginais plein de trucs et j'ai essayé de créer, tu vois, une nouvelle batterie de test avec plein de nouveaux outils que j'avais pas utilisés. Et j'ai un espèce de câble cam, le truc il a marché pendant 1 heure et au bout d'1 heure il s'est arrêté. Donc ça m'a rendu fou. J'avais un espèce de simulateur d'oiseau là, ça ressemble à un aigle. Moi j'ai dit que t'étais complètement malade quand tu m'as dit ça. Mais tu vois, ça vole vraiment. T'as vraiment l'impression que c'est un oiseau. En fait, je cherche des trucs qui soient reproductibles pour 4 ou 5 boîtiers différents. Et clairement, quand tu vas en Camargue, l'oiseau, il décolle qu'une fois, tu vois. Donc, c'est compliqué. Mais c'est vrai que, c'est compliqué. L'oiseau, il vole, mais quand il n'y a pas de vent. Donc, et moi, j'habite dans la région du vent. Ouais, bref, j'essaye de faire plein de trucs. On verra ce que ça donne. Et en fait, la vérité, c'est que les boîtiers, ils sont devenus tellement bons que avant, moi, quand j'ai commencé à faire des tests, il suffisait de marcher pour arriver à les faire bugger. Après, il fallait les faire courir. Et maintenant, en gros, il faut Simon Biles, en fait. Il faut être sur une poutre en train de faire des tours pour enfin arriver à les bloquer, les trucs. Ouais. Donc, c'est vrai que les tests deviennent de plus en plus rudes. Bref. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. Donc, l'idée d'origine, c'était un peu de traiter, les questions qui fâchent. C'est l'occasion d'échanger autour de questions qui se posent avec 3 invités différents. On va commencer avec Alexis, monsieur je sais tout, puis on aura Rex de retour d'expérience et on terminera avec Maxime pile et face. Et comme d'hab, vous avez un lien vers le répondeur qui est dans la description, donc n'hésitez pas à vous poser les questions et dès le prochain épisode, on vous répond. Et vous pouvez retrouver ce podcast au format audio sur toutes les plateformes, donc vous avez Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Salut Alexis. Salut Damien. Monsieur je sais tout. Salut Douglas. Salut les gars. Comment tu dis je sais tout mais je le garde pas pour moi, un truc comme ça? Ouais, je sais tout mais je garde rien pour moi. Mais en vrai, c'est pas vrai, ouais, je sais vraiment pas tout. Faut vraiment que je change ce nom de ces chaînes. Vous savez que je peux plus le supporter. Mais ça c'est perso. Le temps passe et je peux plus le supporter. Pour ceux qui te connaissent pas, toi t'es président, c'est ça d'Axial? C'est bien ça, président? C'est ce qu'on dit en effet quand c'est une SASU. Ouais, dirigeant, président, ça ira. d'Axial. Un peu club de foot mais ça m'ira aussi si tu veux. Et donc, toi, en fait, tu gères des centres de formation au métier du drone. Donc, tu as des formations. Si je dis pas de bêtises, tu en as 4 en France? J'en ai 3. 3 en France. T'es en train de faire du teasing pour la suite, c'est ça? Ouais. Et donc, toutes les semaines, tu formes des clients. Tu leur fais passer les certifs et compagnie qui permettent de voler en toute légalité, quoi. Ouais, 2 types de profils, essentiellement des pilotes de drone qui vont être pilotes de drone, ça va être leur métier, ils ne vont faire que ça. Et puis aussi des gens qui vont utiliser le drone comme un outil, eux, dans leur métier au quotidien. Et là, ils peuvent être aussi bien des forces publiques, beaucoup de services étatiques, police, gendarmerie, services de renseignement, des choses comme ça. Et puis après, des vidéastes, photographes classiques, ou des couvreurs, des gens qui travaillent dans le nettoyage. Et voilà, on a plein de spécialités. Et donc, je t'ai invité parce que y a plein de sujets autour des drones. Et l'un des les plus bouillants, donc toi tu viens d'ailleurs de faire une vidéo qui s'appelle DJI USA vs France, risquons-nous le blackout? Et alors le titre est un peu énigmatique pour ceux qui connaissent pas le contexte, mais DJI vient d'être banni officiellement des États-Unis, donc ça y est,
Ils sont inscrits dans une liste qui dit que en gros ils sont personne non grata et que leurs drones ne peuvent plus être vendus nulle part aux États-Unis. Donc ça, t'étais aux États-Unis à ce moment-là. Et donc toi, t'as un copain aux États-Unis avec qui t'as fait cette vidéo-là, que j'invite évidemment à aller découvrir parce que c'est intéressant d'avoir un peu une vue depuis l'intérieur. Et clairement, ça pose la question de c'est quoi l'impact pour nous du fait que DJI soit maintenant banni des États-Unis? Alors pour nous, il y a un impact à court terme là qui est positif. Je vais argumenter après. Et puis il peut y avoir un impact négatif, c'est celle d'évidemment d'avoir la crainte que nous aussi on puisse voir ça arriver en France. Je vous assure qu'il y a 4 ans, quand je discutais avec Greg Reverdio, donc qui est aux États-Unis, qui est un Français installé aux États-Unis depuis plus de 20 ans, qui est originaire de Dijon et qui aujourd'hui est le leader incontesté. Il a formé près de 400 000 personnes, Pilot Institute, donc aux États-Unis, et donc c'est vraiment le pont aux États-Unis de la formation par drone, et aussi quelqu'un qui vraiment participe activement à la défense de DJI aux États-Unis, simplement parce qu'il n'y a pas d'autre concurrence. En tout cas pour lui, il ne voit pas d'autre concurrence à court terme. Et donc pour essayer d'expliquer simplement, parce que alors moi tout de suite je pars dans les détails, mais DJI donc étant depuis le 23 décembre interdit d'obtenir de nouvelles validations de la FCC, donc qui est l'organe de validation des produits électroniques qui arrivent sur le marché américain. Ça veut dire que le dernier produit qui sera commercialisé vraisemblablement s'appelle, en tout cas son nom technique qui a été annoncé s'appelle Avata 360. Voilà, on en voit plein de leaks. Donc l'Avata 360 sera apparemment le dernier, mais après il y en aura plus. Quand il y a 4 ans, on en a parlé avec Greg, jamais on n'aurait imaginé. Je pense comme aujourd'hui en France, on se dit c'est pas possible, la France ne régule pas de cette manière-là, l'Europe ne régule pas de cette manière-là, l'Europe n'interdit pas, l'Europe met des pressions, mais jamais ne va au bout. L'affaire Huawei avait commencé. Et bien en fait là, les États-Unis ont répondu un petit peu à la Chine, qui a déjà censuré pas mal de leurs produits, comme Instagram par exemple, beaucoup de réseaux sociaux. Et donc là commence à leur répondre, mais cette fois-ci avec des produits, des matériels. Et l'excuse principale, c'est pas qu'ils puissent envoyer des données, il y a une partie de ça, mais des données récoltées sur le sol américain en Chine, mais c'est que les drones, la première excuse, seraient fabriqués en Chine par des usines qui emploieraient des enfants. Voilà, ça c'est l'excuse. Et donc ça amène l'interdiction de commercialisation de ces drones aux États-Unis. Après, j'expliquerai peut-être, si tu veux, ce que ça peut impliquer aux États-Unis, mais en France, c'est-à-dire que là, on va commencer à se poser la question. On voit que les acteurs du drone en France sont en effervescence. Tant mieux, enfin, je dirais, même s'ils ont 20 ans de retard. On espère retrouver ce qui était à l'époque notre numéro 2, Parrot, donc un fabricant français de drones qui avait bien marché pendant un temps, mais qui a aujourd'hui complètement disparu, et en France et aux États-Unis. On espère le retrouver leader, et j'espère très vite retrouver des fabricants français de drones qui puissent concurrencer DJI, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. T'en as en tête comme ça? Non, si on en connaît plusieurs. Le premier, celui qui fait plus parler de lui en ce moment, c'est Delair. Delair, c'est une entreprise qui est basée à Toulouse, qui fabrique des drones kamikazes aujourd'hui, puisqu'ils sont complètement orientés vers la partie défense. Ils ont gagné un gros marché avec l'armée française, vous vous en doutez, et l'Ukraine. Donc là, eux, aujourd'hui, leurs équipes, en grande partie, même si oui, ils fabriquent des ailes volantes aussi pour la partie agriculture de précision pour nous et les relevés topographiques, mais on va dire leur chaîne de production à Toulouse, bien qu'étant en train d'exploser, est principalement consacrée à la défense. Donc nous, pour la partie consumer, donc tout ce qui est la gamme loisirs et enterprise, ils nous seront pas d'un grand aide. Ensuite, en tout cas, ils n'ont pas vocation aujourd'hui à développer la partie consumer. Ensuite, on a Hexadrone. Hexadrone, c'est basé du côté de Saint-Étienne. Là, c'est très solide aussi, dirigé par Alexandre Labesse. Très solide, très beau drone, les Tundra. Eux aussi sont totalement, d'ailleurs Alexandre, son père vit ici à côté de Perpignan. Ils ont été intégrés dans un groupe qui vend du matériel de défense, un Rivolier, je crois, qui est à Saint-Étienne aussi. Malheureusement, la vente a échoué. La vente a échoué, mais bon, voilà, ça peut, elle a été valorisée en effet plusieurs millions, ça a capoté, mais en effet, ça aurait pu, mais ça a pas marché. Mais il essaye pas de s'en séparer en fait. Il essaye, je pense, j'ai pas d'échange en direct avec lui, donc je veux pas, mais je pense qu'ils essayent évidemment de prendre un autre cep, de grossir. C'est les seuls qui aujourd'hui en France sont capables, avec Delair, d'un point de vue industriel, de sortir des drones en masse. Mais on a personne, malheureusement, à part Parrot, qui est capable très rapidement de nous reproduire des drones consumer.
Bon, pour le moment, on est encore très très loin. Je veux pas, voilà, on n'en parle même pas. L'Europe n'en parle pas. Et le côté positif, allez, soyons un peu positifs pour nous. On va voir toutes les équipes de DJI Europe sont pour le moment America, pardon, sont pour le moment toujours maintenues. Ça, je peux te confirmer, Damien, on n'en a pas parlé, mais Greg m'en parlait. On connaît très bien le responsable DJI aux États-Unis qui est maintenu sur place. Pas de problème, toutes les équipes sont maintenues puisque pour le moment, à court terme, il y a toujours la commercialisation de tous les drones qu'on connaît tous et qui sont actuels. C'est-à-dire les Mavic 4, les Mini 5 Pro, les Matrice 4, les Matrice 400, Matrice 30. Donc pour le moment, les services étatiques et on va dire les entreprises petites et moyennes continuent d'utiliser sans souci. D'ailleurs, même les Dog 3 sont en train d'exploser là-bas, les drones autonomes. J'en ai aussi fait un reportage qui paraît dans quelques jours. Donc c'est pour le moment pas d'incidence à court terme. Par contre, les équipes et les forces vives de DJI, notamment d'un point de vue marketing, donc là ça nous concerne pour nous qui faisons des vidéos pour présenter leurs produits, sont en train d'être rapatriées à Shenzhen pour certaines, et on voit bien même que les budgets d'ailleurs commencent à être reciblés vers leur deuxième marché, qui est le marché européen. Donc, à court terme, on va voir encore plus de produits chinois. D'ailleurs, il n'y a pas que DJI, il y en a plein d'autres qui vont débarquer en masse, à tort ou à raison, sur le territoire européen. La question, c'est est-ce qu'ils ont raison, les Américains, d'interdire les Chinois? Alors, moi, je vais pas me permettre de juger. Tu sais qu'il faut quand même que je continue à y aller de temps en temps. Non, plus sérieusement, Greg est complètement ambivalent sur le sujet. Et lui, il explique deux choses. Évidemment, sur le fond, tout le monde est d'accord pour dire que les États-Unis ont raison. Ils vont pouvoir relibérer leur marché. Ça va mettre du temps. Mais la méthode n'est pas bonne. C'est-à-dire que la méthode, elle est beaucoup trop sèche, beaucoup trop rapide. Elle est brutale. Elle laisse absolument pas le temps aux acteurs, les fabricants de drones américains. Elle leur laisse absolument pas le temps de pouvoir s'organiser et de mettre en place des lignes de production. Aujourd'hui, il y a que la Chine qui est capable de produire comme ça en masse très rapidement. On n'est plus capable nulle part ailleurs dans le monde de fabriquer des produits électroniques en quantité à part en Chine. Et ça viendra pas, on n'est pas capable, nous, de faire des usines en 6 mois. Donc, ça va pas revenir du jour au lendemain. Donc, à court terme, ça a été trop brutal, c'est trop brutal. Donc, est-ce qu'ils ont raison à court terme? Non. Ils vont plus de 25% des entreprises interrogées dans un sondage. Tu vas peut-être en parler. Je sais pas si tu avais relevé les chiffres, Damien, mais qui a organisé justement Pilot Institute. Dans les près de 8000 réponses qu'il y a eu dès les premiers jours, il y en avait 4 qui pensaient vraiment à fermer leur entreprise parce que, comme en France, le marché, essentiellement, de ces gens-là, est un marché qui est tenu par des gens qui ont des Mini 4, des Mavic 3, des Mavic 4, et qui vont prendre en photo les maisons, qui vont installer des panneaux photovoltaïques, qui vont, voilà, c'est un usage audiovisuel et technique de suivi de chantier très classique. Et donc, ces gens-là, n'ayant plus accès aux pièces de rechange, n'ayant plus du tout accès au SAV DJI, n'ayant plus accès aux nouvelles machines, très clairement, pour des entreprises qui sont la plupart du temps, comme en France, une typologie d'entreprises qui utilisent des drones qui est assez similaire, entre 1 et 5 personnes, disent, nous, dans 1 ou 2 ans, on prévoit de fermer la boutique. En plus, les Américains, vous savez, réagissent beaucoup plus vite que nous, ils changent beaucoup plus vite, le business est important, le business va vite, donc si ça marche pas, on rechange très très vite. Donc c'est colossal le nombre d'emplois qui sont impactés par ça. En fait, c'est vrai que c'est pas sain quand même d'avoir qu'un seul acteur dans ce milieu-là. J'ai pas d'autres exemples, tu vois, dans le milieu de la tech, où il y a un mec qui a 100% des parts de marché quasiment et qui écrase tout le monde. Tu vois, Apple, il y a Samsung à côté, il y a Microsoft, il y a Huawei, il y a plein de concurrents. Tu vois, DJI, ils sont tout seuls. Ouais. C'est pas normal. Et on l'a vu au fil des années, persuadé qu'il y en a d'autres qui arriveraient. On l'a vu. On a que Anti-Gravity là qui vient de débarquer, qui on va en parler après, peut-être sur lesquels on peut fonder un peu d'espoir, mais c'est encore. Le problème va être le même parce que c'est chinois aussi. Le problème qui se pose aujourd'hui se posera dans quelques temps avec eux également. Moi, je pense que Parrot, les Français de Parrot, qui étaient deuxième, dirigés par Henri Seydou, deuxième dans le monde sur le marché des drones, ont complètement répondu aux sirènes de l'argent, en fait, des dollars. Ils ont commencé à travailler aux États-Unis de plus en plus, et voilà, c'était. Depuis, ils ont complètement disparu. Sur les salons aux États-Unis, allez, quand il y a 300 drones, 400 drones d'exposés, si je croise un Parrot, un Afi, une SA, c'est la fin du monde, alors qu'ils étaient deuxième.
leurs drones sont hors de prix et en plus ils ont des soucis techniques dessus. Et justement, tu parlais d'Antigravity, donc une nouvelle marque, mais qui est incubée par un acteur qu'on connaît bien, qui est Insta360. Alors, ça a quand même la particularité, en gros, que c'est pas des frères et des sœurs, mais c'est deux Chinois, ils viennent tous les deux de la même ville, ils sont issus de la même, entre guillemets, Silicon Valley chinoise. Mais c'est la première fois qu'on voit un acteur où on se dit, ah, ils sont crédibles. Ils ont lancé un drone qui est l'Antigravity, qui est une première version qui est quand même très aboutie. Les mecs, ils arrivent, ils savent faire un casque, ils savent faire d'A360, ils savent le vol est bien stabilisé, il n'y a pas de bug, l'application fonctionne bien. Donc, ils sont crédibles. D'après ce que j'entends, le lancement s'est pas passé aussi bien qu'ils auraient aimé en termes de réponse des clients parce que moi, je pense que le produit est beaucoup trop cher. Je crois que si je dis pas de bêtises, dans sa version la plus haut de gamme, il monte à 1 800 €. C'est du délire, tu vois. Un mini, ça coûte dans les, je sais pas, 900 000 € un mini. Donc c'est le double. Ouais, c'est le double en fait du prix où personnellement, moi, je l'attendais. Donc je pense que c'est pour ça que les gens n'ont pas répondu. Mais l'acteur est là, il a l'air sérieux, tu vois. Il peut se développer, ils peuvent corriger. Comment tu vois, toi, cette bataille anti-gravity vs DJI? Bon, déjà, anti-gravity, comme tu l'as dit, pour moi, c'est vraiment Insta360. Hein. Donc ne nous y trompons pas, même si les entités ont été séparées, on a affaire à un acteur déjà qui est très solide, qui est complètement posé sur le marché et qui a des moyens financiers colossaux. Donc, évidemment, il faudra que ça réponde et que le marché réponde par des ventes, mais en tout cas, pour la mise en place et le temps qu'ils ont pour y arriver, en tout cas, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter de l'entreprise en elle-même. Donc déjà, ça rassure énormément d'investisseurs qui vont, qui sont avec eux. Je crois pas. Je pense que c'est très bon, c'est-à-dire que je pense que de voir un acteur, une concurrence arriver à DJI, c'est bon. Ils sont comme beaucoup d'autres à des années-lumière, mais c'est vrai qu'on a été surpris par ce drone. Je l'ai reçu en avant-première quelques mois avant la sortie. Je l'ai vu à l'IFA de Berlin et j'ai eu l'occasion très tôt de le tester. C'est vrai que ça a été assez bluffant de voir. Mais en fait, t'as raison, ils ont raté le lancement. Ils ont raté le lancement par le nombre de pièces disponibles. Ils ont raté le lancement par les rumeurs qui ont précédé bien trop tôt le lancement, par le timing loin de Noël. On a très vite, on en a entendu parler, on a commencé à avoir des unités même exposées à l'IFA de Berlin sans pouvoir en acheter. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à faire monter le buzz que fait monter habituellement DJI sur les produits, et en plus le prix derrière, ils n'ont pas répondu. Donc j'espère qu'ils arriveront très vite à trouver des solutions. Je peux te dire, et on le voit, ils participent quasiment à tous les salons là actuellement en Europe. Hein. Donc on voit qu'il y a une force de frappe marketing qui est colossale. Le produit, moi, il m'a surpris, en effet, dans sa finition. Pour un premier produit, je pense qu'il faut, comme on dit, laisser la chance au produit. Très clairement, aujourd'hui, ils peuvent y arriver. Ils peuvent y arriver. Moi, c'est mon avis. Mon avis, ils peuvent y arriver parce que là, pour une première, waouh, ouais, c'est abouti. Ça ressemble à ça, un drone. Souvenez-vous du premier drone DJI. Il y en a qui disent c'est le fantôme. Non, c'était bien plus tôt. C'était le F450 et le F500, des structures qu'on montait en installant une GoPro dessus. Là, souvenez-vous de ça. Là, ils arrivent. Le drone, il est presque déjà abouti. Il n'y a pas de retour de crash. Il y a des retours de vente catastrophiques, mais il n'y a pas de retour de crash, de dysfonctionnement. Tu vois, c'est ça qui nous intéresse. Ouais, ce qui est moins le cas avec d'autres petits acteurs un peu plus petits chinois comme Overair ou Potency qui ont commencé à avoir des trucs qui, voilà, sont à peu près sérieux, je mets des guillemets, mais qui fonctionnent en tout cas, mais au bout de plusieurs coups d'essai, quoi. Là, c'est le premier chez Insta. Comme tu l'as dit, je pense qu'on s'est peut-être trompé ils se sont peut-être trompés entre le prix qui est assez élevé avec la cible qui est une cible novice, vraiment de primo-accédant au drone. Donc, ça veut dire que tu démarres dans le drone, tu achètes ça pour commencer, ça fait cher, quoi. Ouais, moi c'est vrai que tu vois, t'es optimiste, c'est bien. Moi moi je suis plus inquiet. J'entends que c'est quand même une boîte qui a priori devait avoir des résultats très vite, d'après ce qu'on entend. Que en gros c'est des investisseurs qui ont fait une levée de fonds et sur lequel on va demander un retour sur investissement assez immédiat. Moi, il m'a semblé entendre qu'ils avaient pas tant de temps que ça, et je suis très étonné des choix, tu vois, et notamment de toujours pas avoir de radiocommande. Je comprends pas que après tout ce temps, ils aient toujours que cette motion controller qui est un peu ridicule, surtout pour un drone à 1800 €. Ouais, c'est ça le truc aussi. Ouais, pour moi, on peut pas dire que c'est un jouet, quoi. C'est pas, à 1700 €, t'es plus sur un. Bah non, mais regarde ça.
Moi, c'est ce qui a plu le plus à ma fille, tu vois, quand je lui ai fait essayer. Elle a l'impression de voler, tu vois, avec un avion ou sur un dragon et compagnie. C'est l'expérience que Anti-Gravity aujourd'hui donne et qui est géniale. Mais qui met 1 800 € pour jouer avec sa fille, tu vois. Damien, j'ai fait une confiance parce qu'on est entre nous. Je pense qu'il y a toute une gamme de prévus. Okay. Mais c'est lent, moi, je trouve. Moi, je trouve que c'est très lent. Mais en fait, je pense que là, les délais qui sont pas les délais qu'on nous a annoncés au début, nous, hein, tu sais, là, sa sortie devait être plus tôt. Et je pense que le cadencage qui devait amener les autres drones derrière pour proposer très rapidement une gamme, je pense qu'il est en train de pâtir également du retard du premier. Et c'est peut-être ça qui va faire la réussite ou l'échec. C'est-à-dire que là, il nous en faut un. Allez, on est au mois de janvier. Il nous faudrait vite un drone au-dessus. Allez, d'ici le mois de mars, quoi. Parce que ce qui est effrayant, c'est la réaction de DJI qui semble s'être mis dans une confrontation avec Insta360 déjà. Visiblement, ils veulent prendre des parts de marché sur la 360 degrés, tu vois, sur les petites caméras là que fait Insta360, qui quand même un pourvoyeur de business, et les propositions de DJI sont elles aussi très crédibles pour une première version. Et là, on le voit. Ok, c'est le premier drone 360, mais on voit que DJI est visiblement déjà prêt avec lui aussi son drone 360, et j'ai peur que ça fasse mal, quoi. Ils ont pas tardé à leur répondre. Ça, c'est clair qu'en ce moment, ils ont lancé une bataille. C'est sûr que Anti-Gravity, Insta360 ayant été marché sur les plates-bandes de DJI, avec l'Osmo 360 qui était dans les cartons, on le savait depuis longtemps, la petite caméra d'action 360 de chez DJI, mais qui ne sortait jamais. J'ai presque l'impression, alors là j'extrapole totalement, c'est mon avis, qu'ils l'ont sorti au moment où les autres ont dit ok, maintenant on va sortir un drone. Ok. Ah mais c'est exactement ça. C'est vrai, tu penses aussi, Douglas? Moi je suis convaincu que des deux côtés les produits se préparaient, d'accord, je vais dire dans les coulisses. Et que chacun attendait qui allait être le premier qui allait venir marcher sur les plates-bandes de l'autre. Et dès l'instant où il y en a un qui l'a fait, ça a déclenché la réponse de l'autre immédiate. Ouais, clause de non-agression, pack de non-agression. Sauf que le pack de non-agression, là, il vient de voler en éclats. Exactement. Et toi, tu penses, Damien, c'est intéressant, ton avis, t'es un peu plus pessimiste. Moi, je pense qu'il pouvait pas s'attendre à un succès. Est-ce que tu crois qu'il pouvait lancer une telle machine, parce que là, c'est une vraie machine, c'est pas Potensic avec un coin dans une usine, et voilà, il y a des vrais stands, il y a des vraies équipes en Europe, il y a des équipes en Chine, et tu penses qu'ils se sont pas dit, on va au moins en lancer 2 ou 3, et on va se donner 2 ans, peu importe les résultats, on a l'argent, et on voit ce que ça donne? Ouais, j'espère, mais je suis vraiment hyper étonné de... en fait, les premières versions d'Anti-Gravity, elles ont presque 1 an. Il y a 1 an, tu vois, on commençait à parler de ce projet-là. Ça a mis vraiment beaucoup de temps. Et là, je suis étonné. Attends, il va leur falloir combien de temps pour nous faire une radiocommande? Je trouve que je me dis, mais attends, là, on parle pas de faire un drone. On a un drone, on n'a pas de radiocommande. Enfin, moi, je suis choqué, quoi. Et moi, je suis désolé, mais cette histoire de jouer, là, d'espèce de joystick, moi, j'ai pas du tout aimé. Et je suis surtout très étonné de l'agressivité en termes de tarifs qu'est en train de développer DJI. Là, quand ils ont lancé la Nano, je me souviens qu'elle est arrivée, genre 3 semaines après, elle était à moins 40%, un truc comme ça. Enfin, c'était un truc. Ok, mon gars, on va démonter le prix de ces produits-là. Tu vas plus vendre de produits, quoi. Ouais. J'ai vraiment eu l'impression que c'était ça la strat. Quand tu dis plus vendre, moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que je côtoie des gens qui pratiquent le drone tous les jours. Et j'ai encore pas croisé une seule personne qui a acheté l'Anti-Gravity. Ah moi, je te le dis, on n'en a pas vendu un. On n'a pas vendu un. Ah, ça, c'est impressionnant. Ça, tu te dis, mais il y a aucune réponse. Des gars qui achètent de l'Over Air X1 ou de l'Over Air Pro, t'en croises. Voilà, ils ont pas voulu faire du DJI ou ils veulent voir ce que ça donne d'acheter autre chose ou de penser qu'il y en a. Par contre, tu me confirmes, Douglas, incroyable. Après, il y a des acteurs spécialisés en drone qui sont bien plus gros que nous, donc voilà, faut pas en faire une généralité. Nous, à notre niveau, en tout cas, c'est pas nous on y croyait, le produit on en a commandé, etc. Et il sort pas. Moi, j'ai pas fait la vidéo de présentation parce que je travaille avec DJI depuis des années, qu'ils ont cru en moi à l'époque où j'avais très peu d'abonnés. Ils m'ont très vite fait confiance pour m'envoyer les produits. Et donc, j'aime la fidélité, mais que j'ai aussi dans tout un tas de secteurs
de gens qui m'entourent, des collaborateurs qui m'entourent et autres. Et donc, pour le moment, voilà, pas une histoire de pognon, je le dis tout de suite, parce qu'on n'est pas rémunéré d'ailleurs pour ça. Là, ils ont commencé à sortir le carnet de chèques, parce que je veux pas mentir non plus, donc je veux être honnête. Je sais pas si c'est un secret de polichinelle, mais moi je me suis vu proposer un voyage n'importe où je veux dans le monde avec ma famille en classe business pour aller réaliser une vidéo pour Antigravity. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Hein. Ne croyez pas que c'est habituel et que c'est voilà. Mais au bout d'un moment, à force de refus, on sentait que derrière, ils étaient en train de grossir le budget. Puis à un moment donné, ils ont ouvert en disant c'est peut-être une histoire de vacances, t'en as peut-être besoin. Et non, parce que moi je suis sur un autre créneau. Je fais du drone enterprise. Voilà, c'est mon job, c'est les gens qui bossent avec le drone. C'est pas le loisir, c'est bien. J'en le fais quand c'est DJI parce que j'adore ces drones-là à titre perso, mais c'est pas là le business. Donc toi, Damien, tu les enterres. Ok. Non, je les enterre pas, mais je suis étonné de la lenteur à laquelle les produits arrivent et de la lenteur surtout. Enfin, moi, je suis étonné. Une radiocommande, ça me paraît pas difficile à faire. En fait, le produit est là. Bloqué sur le motion controller. Bah oui, parce que c'est bien gentil d'avoir un drone, mais si j'ai rien pour le contrôler dans les mains, je fais comment? Et cette expérience-là de devoir tourner comme ça, là. Et si je veux que le drone y tourne, moi, je dois tourner aussi. Et j'ai le masque sur la tête. Je perds mon équilibre. J'aime pas du tout ça, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai pas aimé. La vue minuscule, peut-être, si on veut parler technique, là, la vue qui te permet d'avoir, au-delà de la vue 360, t'as été à l'aise dans le casque que t'as vu? Moi, ça m'a pas dérangé, ouais. Ouais, ça m'a pas dérangé. Le casque, je l'ai plutôt bien aimé. Mais ouais, moi, je suis bloqué sur la radiocommande. C'est mon obsession, tu sais. Bon, écoute, on va suivre ça. Là, on peut, sans être péjoratif, dire que c'est un jouet loisir. Là, on est d'accord. C'est d'ailleurs, tu vois là, quand on voit son visuel, on a l'impression que c'est un jouet. Et du coup, que le jouet, je sais pas si t'as mis le prix là, ouais, 1800 €, c'est vrai pour le pack complet. Le jouet à 1800 € sur un primo accédant, parce que voilà, les gens vont pas avoir acheté un Avata 2 et après, s'ils ont aimé le vol en immersion, racheter encore un Antigravity A1 derrière. Ouais, ça paraît compliqué. Donc, il faut péter le tarif en deux. Et Douglas va s'asseoir sur ses marges. Ouais, de toute façon, je pense que DJI va péter le tarif en deux. On en reparle dans quelques semaines, mais à mon avis, ils vont péter le tarif en deux. Ouais. T'as des infos, toi, Damien? Non, j'ai pas d'infos, mais j'en suis persuadé. Ils l'ont fait pour la 360 et ils l'ont fait pour la Nano. Ils vont faire la même chose là. Ils vont faire tout pour que ça marche pas. C'est ce que fait DJI depuis le début d'ailleurs. Pourquoi ils ont autant de parts? Et ils ont toujours eu des prix que les autres n'arrivaient pas à suivre. Bon, après, parce que le gouvernement les aide ou pas, on n'en sait rien. Mais ça a toujours été ça. Moi, j'ai jamais de chiffre de sortie d'usine du nombre d'unités par DJI, mais là, Greg disait dans l'interview 1 million. Ils arrivent à produire 1 million. C'est possible ça? Enfin, je sais pas, ça me 1 million de drones par an. Je me rends pas compte. Apparemment, il y a certains pays dont je tairai le nom qui sont très consommateurs en ce moment, plusieurs centaines par jour. Mais oui, je crois que l'Ukraine utilisait 500 000 Mavic par an, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est un truc, enfin, c'est dans ces proportions-là. Hein. Donc, ça m'étonne à peine. Et je crois que l'Ukraine prenait 40% de sortie d'usine, un truc comme ça. Enfin, c'est les chiffres que donnait. Ouais, c'était comment il s'appelle. Ouais, il y avait eu un YouTuber qui avait fait l'histoire de DJI et il y avait une partie sur ça et il parlait de ça. Impressionnant. Bon, pour conclure, comment tu vois l'année 2026 de DJI? Tu penses qu'on pourrait avoir droit à quel produit? On a le flip marche très fort. Le flip, moi, il marche très fort. Il y a plein de gars qui adorent le flip. Donc moi, je verrais bien DJI Flip 2. Le R3, le R4, moi, j'en verrais bien un, mais je vois pas où il peut se positionner entre le Mavic qui est quand même, parce que t'as vu le DJI Air, il a été de plus en plus gros. Donc au bout d'un moment, il perd son intérêt entre le Mini 5 Pro qui est superbe, il est génial le Mini 5 Pro. Je verrais bien. On a attendu 3 ans entre le Mavic 3 et le Mavic 4. Mais je verrais bien un Mavic 5 avant la fin de l'année. D'accord. Voilà. Okay. Ah ouais. Je verrais bien un Mavic 5 sur lequel, en fait, je dis ça en croisant des images que je vois de l'X, quelques infos que j'ai techniques sur des améliorations techniques et que je ne vois pas sur quel drone le mettre. On va reparler encore évidemment du filtre électronique. Voilà, donc de l'arrivée du filtre électronique avec dysfonctionnement sur les connectiques et sur le résultat qui faisait que le gimbal n'était pas assez grand. Donc voilà.
On a une utilisation des 3 caméras sur le Mavic 4 qui plaît de plus en plus, qui a vraiment plu, avec une colorisation cette fois-ci qui était la même sur les 3 optiques. Et malheureusement, le deuxième et troisième optique, donc les 2 téléobjectifs, étaient encore petits. Donc je les vois très rapidement avec une taille de capteur plus importante. Voilà. Donc moi, je mise mes jetons sur Mavic 5, DJI Flip de 2e génération et un R4 beaucoup plus petit, mais qui rentrerait dans une gamme C1. Ah ouais, ça ferait une grosse année. On a le chiffre, de nombre de drones qui devrait être publié aujourd'hui, qui devrait être publié cette année. Et c'est quoi le chiffre du coup? Non, parce que tu dis on a le chiffre comme si c'était un truc. Non, mais comme si c'était un truc public. Ok. C'est toi qui dis on a le chiffre. Ok. Entre 5 et 7, mais je peux pas te dire. Ok. Ouais, ça fait beaucoup, dis donc. Non. Ok. Entre 5 et 7. Ah ouais. Ah bah, j'ai compris. Entre 5 et 7, il y a 6, quoi. Ouais, bon, on le voit, ceci, voilà. Mais voilà, il y en aura 6. Ok. Moi, en tout cas, DJI à l'année, c'est probablement l'entreprise qui m'étonne le plus et qui m'impressionne le plus. Je trouve que leur capacité à lancer 20 produits différents dans une année, à gérer 20 lancements, elle est étonnante, en fait. Quand tu vois, moi, je travaille aussi avec Canon, avec Sony, avec Nikon, t'as l'impression que ils arrivent à lancer 4-5 produits dans l'année et ils sont full de chez full. Et t'as l'impression moi, ce qui m'impressionne le plus, il y a ça, mais il y a aussi, mais ça, c'est du coup la mentalité, c'est la vitesse d'adaptation et de correction. C'est-à-dire que eux, il y a un produit qui sort, ils se rendent compte que ça suit pas les targets les objectifs de vente qu'il y avait, etc., en termes de volume. Ils attendent pas 6 mois pour se dire bon, on va voir si ça va aller. Non, ils font un shift à 180 degrés en 2 jours. Ils te changent le prix, ils le baissent de 40%. Ils font une promotion, ils font un truc. Ça va très très vite dans l'exécution. Je termine juste, tu vois, par le RS5 dont on n'a pas parlé, qui vient d'être annoncé en Chine. Il y a une nouvelle stratégie quand même qui en tout cas qui arrive chez DJI, où on l'avait vu pour le Neo, ils lancent les produits 2-3 semaines avant en Chine par rapport au marché chinois et américain. Et donc le RS5 est visiblement le prochain produit, donc voilà, il n'y a pas de mystère, on aura les vidéos dans 2-3 semaines. Et nous aussi, tu vois, moi pendant les fêtes là, j'ai des nouveaux contacts, la manière de travailler est différente et ça semble bouger, tu vois, pas mal chez DJI. Donc écoute, à suivre en 2026. Merci Alexis pour ton temps. Merci Alexis, merci beaucoup. On va continuer de suivre tes aventures sur ta chaîne et écoute, à très vite. À très vite, salut. Et donc, on se retrouve avec Ben de la chaîne Retour d'Expérience. Salut Ben. Salut les gars. Salut Ben. Ouais, trop bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est la première fois dans le podcast. Merci de m'avoir invité. Bah ouais, on a eu l'occasion d'échanger dans différents événements à chaque fois et c'est cool de pouvoir enfin collaborer sur un sujet. Donc, bah écoute, je t'ai invité parce que bah toi, t'es multimarque aussi. Ouais. Et ça va être intéressant de t'entendre un peu sur les défis qu'ont à relever un peu toutes les marques. Pourquoi ça marche pour certaines, pourquoi ça marche pas pour d'autres. Avant ça, j'avais un message à vous faire passer. C'est qu'il y a le micro-salon qui se tient au Bois de Vincennes les 5 et 6 février 2026. Donc c'est la 26e édition. Donc ça ressemble un peu au Satis. On en parlait là juste avant entre nous. C'est un événement donc qui est très tourné sur la vidéo, sur lequel vous avez un programme, allez voir sur leur site, mais vraiment le jeudi, vendredi, il y a des conférences toute la journée. Et c'est un gros truc, je veux dire, la majorité des marques qui font les acteurs du secteur de la vidéo sont présentes là-bas. Donc vous voyez, on va retrouver Canon, on va retrouver Fujifilm, on va retrouver Red, voilà, enfin tous les lumière aussi, pas mal d'exposants autour de l'univers de la lumière. Ouais, je vois qu'il y a Carl Zeiss, il y a Aputure effectivement, enfin beaucoup aussi, d'acteurs quand même. C'est pas si micro que ça. Donc voilà, si c'est un univers qui vous intéresse, c'est du côté de Paris, 5 et 6 février 2026. Ceci étant dit, pour ceux qui te connaissent pas, Ben, donc on te retrouve évidemment sur YouTube. Tu nous fais des vidéos dans tous les univers qui sont très très sympas. Mais tu as plusieurs casquettes. Moi, je connaissais la casquette en tant que photographe, vidéaste de mariage, parce que tu as l'air d'en faire un paquet par an. Je sais pas combien t'en fais, mais... Non, j'en fais pas tant que ça. Je sélectionne pas mal et comme j'ai une vie très remplie, je peux pas en faire autant que je voudrais. Mais j'en fais pas tant que ça. J'en fais 6. Alors, juste mariage pur, j'en fais 6, des gros. Et après, c'est toute l'année, un peu de corporate, de l'institutionnel. Et apparemment, donc, je viens d'apprendre que tu es éducateur spécialisé. Exactement. Et donc, tu as un job à la ville, quoi.
C'est ça. Ma vie est donc, bien remplie. Je sais pas comment tu fais pour gérer tout ça, hein, franchement. Bravo. C'est ce que tout le monde me dit. Mais moi non plus, Ouais, je sais pas. gros respect parce que franchement, là, tu fais quand même beaucoup de vidéos. Ouais, très très étonné. Bravo. Merci. Donc, parlons de Lumix. Je disais, là, je sortais une vidéo un peu sur les prédictions et je me posais la question. Évidemment, le Lumix S5 III aurait du sens cette année. Et malgré tout, je me demande est-ce qu'il va arriver. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu le vois arriver, un Lumix S5 III? Il a du sens encore en 2026? Bah moi, je l'attends en fait. Pas juste, tu vois, je l'attends. Alors, au niveau de la gamme, ça va être compliqué parce que le S5 II commence à dater un peu. Le S1 Mark II, qui est censé être un haut de gamme, se place pas mal proche des milieux de gamme. Donc, va falloir un peu se réinventer. Moi, je vois soit ils font une grosse mise à jour sur le S1 Mark II pour le upgrader et du coup, ils sortent un S5 III un peu intermédiaire. Soit le S1 II devient le milieu de gamme et ils sortent un nouveau flagship surprise et auquel cas la version S5 II, S5 III n'existe plus, tu vois. Ouais, c'est dur parce qu'ils n'ont pas la même stratégie du tout que les autres, je trouve. Hein. Ils sont quand même un peu en décalé. Ils ont une gamme qui est pas hyper large. C'est peut-être ça qui va leur porter préjudice. Après, ils ont quand même un truc que d'autres marques, à part peut-être Nikon, mais ils ont quand même une politique de mise à jour qui est hyper agressive. Donc eux, ils font moins de boîtiers, mais qui font beaucoup évoluer dans les années. Donc peut-être qu'ils misent là-dessus. Moi, je m'attends à ce que le S1 II ait déjà commencé à baisser de prix. Et je m'attends à ce qu'ils se prennent une ou deux grosses mises à jour dans l'année qui vient là. Avec là, il y en a déjà une, la 1.3 qui est vachement bien. Et je m'attends à ce qu'il y ait des nouvelles mises à jour qui le fassent vraiment step up, quoi. Ce qui pourrait justifier un S5 III, du coup. Si le S1 II, tu le rends indestructible, du coup, tu peux replacer un nouveau boîtier intermédiaire. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Ben. En fait, quand on regarde les produits Lumix, qu'on parle du S9, du S5 II, du S1 II, du S1 R2, du S1 II, en fait, je pense qu'il y a juste moi, si j'étais eux, en toute humilité, je reposerais un petit peu la gamme et j'essaierais de les repositionner à des prix auxquels ils doivent être. Parce qu'en fait, on se rend compte que Lumix, quand il y a des opérations, et ils sont très agressifs, au Black Friday ou des trucs comme ça fait plusieurs années, ils sont très agressifs. Et du coup, en fait, quand ils positionnent un S9 à tout juste 1 000 €, c'est un carton parce que c'est le prix auquel, pour moi, il doit être vendu. Et pareil pour le S5 II, ils sont hyper agressifs dessus sur la fin d'année. Est-ce qu'il devrait pas peut-être, au lieu de dire, pendant toute l'année, notre produit, c'est n'importe quoi, il est à 1700, mais pendant 2 mois, on le met à 1300 et on en vend beaucoup. Est-ce qu'ils devraient peut-être pas remettre un peu de cohérence dans leur gamme, dans leur mix un peu produit, retrouver de la justesse là-dessus et des produits qui sont au bon prix pour justement, éventuellement, venir réimbriquer quelque chose dedans, quoi. On va suivre ça. Ouais, c'est pas facile de lire Lumix parce que ils sont jamais exactement là où on les attend. Donc, Ouais. En tout cas, ils me partageaient que les résultats étaient exceptionnels. Ouais, ils ont fait une très belle année. Sur la fin d'année, ouais, sur les parts de marché, notamment en France, c'est une marque qui est très forte et qui apparemment est la marque qui a la plus de progression. Donc évidemment, c'est plus facile de progresser quand t'es pas leader. Oui. Mais il y a vraiment une mouvance qui fait que ça marche bien, quoi. Ça marche vraiment bien pour eux et les plus produits 34% en France, je crois, un truc comme ça. Ah oui, tu vois, c'est quand même significatif. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on s'imagine que ça pourrait être encore plus fort. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est le prix ou le marketing qui, tu te dis, s'ils avaient fait ça ou s'ils avaient fait ça, ça aurait tout pété. Tu vois, là, je comprends pas qu'ils ont lancé sans la 4K 120. Il n'y avait pas de détection en 4K 120. C'est un truc qu'on a tous repris dans les vidéos qui, je trouve, est quelque chose qui vraiment les a pénalisés. Et ils nous sortent la 4K 120 avec la détection dans une mise à jour sans même nous le dire. Tu vois, limite, s'ils avaient dit ça au moment où ils ont annoncé le boîtier, dans 6 mois, vous l'aurez, on est en train de le développer, ça va finir par arriver, ça aurait pas été la même chose, tu vois. Tu penses qu'ils ont sorti le boîtier pas fini ? Je dirais pas fini, mais à chaque fois, je me dis, mais pourquoi ils font ça en termes de marketing ? Ils se tirent des balles dans le pied, et après, je trouve que c'est difficile de remonter, tu vois. C'est la même chose pour le S9. Ils le lancent, ils font un événement, il y a peut-être 200 vidéos dans le monde entier. Et puis après 3 semaines après, ils virent la limite de 15 minutes, qui est le truc qui a fait un contenu négatif auprès de 200 créateurs. Et après, pour arriver à faire oublier les 200 vidéos qui étaient plutôt négatives, tu vas ramer. C'est vrai. Tu vois ? Ils innovent sur certains trucs. Tu vois, le Lumix Live Paris, personne n'a fait ça. Il y a des trucs ils invitent 200 créateurs au Japon. Enfin,
ils font des trucs que personne ne fait. Mais par contre, quand ils veulent faire des trucs que tout le monde fait, c'est un peu hésitant. C'est plus compliqué. Ouais. Sony, évidemment, aujourd'hui un des acteurs les plus importants du marché. Moi, il y a un truc qui m'a étonné avec la présentation du Sony A7 IV, c'est que pour la première fois, on a cette monture qui est limitée à 15 images par seconde maximum en rafale lorsqu'on utilise un objectif qui n'est pas de la marque Sony. Et pour la première fois avec le Sony A7 IV, ça devient un problème. Pour les autres, pour moi, c'était pas vraiment un problème. Pour le A7 V, qui se destine à un public grand public, qui va acheter des objectifs Tamron, qui va acheter des objectifs Sigma, je trouve que ça commence à devenir un problème. Et tu vois, j'avais envie de te poser la question, est-ce que la limitation à 15 images par seconde en marque tierce sur la monture Sony va devenir un problème, ou est-ce que pour toi, c'est OK? Moi, perso, ça me gêne pas. Parce qu'en fait, il y a la course marketing, il faut faire des rafales de plus en plus puissantes. Tu vois, sur le S1 II, j'ai 70 images secondes. Je n'utilise jamais, en fait. Et moi, les 15, en tout cas dans mon usage mariage, par exemple, ça me suffit, tu vois. Alors quand j'ai plus, je suis content, mais en vrai, 15, ça me suffit. La question, c'est est-ce que tu en as besoin sur ta fiche de spec ou est-ce que tu en as besoin sur le terrain? Et surtout, combien de fois tu vas en avoir besoin? C'est-à-dire que moi, je suis assez d'accord avec toi, Ben. C'est-à-dire que si on fait 2 secondes une petite rétrospective, il y a 10 ans, les boîtiers les plus haut de gamme, les D5, 1DX de chez Canon, etc., qui étaient les boîtiers à 7 000 €, bah, vu que c'était de l'obturation mécanique, ça montait pas plus que 10-12 images secondes. Ça n'a jamais empêché de faire des photos de sport pendant des années. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une course et surtout on découvre certaines choses parce que le 120 images secondes qu'on a sur la 9.3, sur la 9.3 aussi, clairement, c'est sûr que quand tu l'utilises, bah, en fait, tu vas dire, ah ouais, ok, là, je suis sur un combat de boxe, je fais des images que j'aurais jamais pu faire. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est combien de fois sur 100 cas d'utilisation de ta rafale, combien de fois tu vas avoir ce besoin d'avoir jusqu'à 120 images secondes. Et est-ce que 15 dans 80% des cas ne suffiront peut-être pas? Et puis après, ça dépend aussi qu'est-ce que tu fais. T'es photographe de sport, photographe de golf ou peu importe, ou de boxe, je reprends l'exemple. Là, oui, pour moi, ça vaut vraiment le coup. C'est même un truc qui change un peu la vie parce que tu vas faire des images qui n'ont jamais été vues. Après, pour je vais dire le photographe un peu polyvalent qui fait un peu tout, qui fait du mariage, est-ce qu'en mariage, tu as besoin d'avoir plus de 15 images secondes? Et puis on est sur du boîtier moyenne gamme. Ouais. Je veux dire, quelqu'un qui veut de la performance, potentiellement c'est un professionnel, et donc du coup il est capable de mettre un peu plus dans un boîtier qui est parfaitement adapté à ses besoins. Pour un boîtier moyenne gamme, 15, alors oui, sur la fiche de spec, quand tu vois 40 images secondes sur un R6 III, oui, forcément, à fiche équivalente, tu te dis, bah attends, celui-là il est bien meilleur, mais encore une fois, combien de fois tu vas l'utiliser, quoi. Ok. Mais avant, c'était la course au million de pixels. Bon, là, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Donc, maintenant, c'est les rafales, c'est à celui qui va filmer en 8K. À chaque fois, il faut trouver un nouvel angle pour dire qu'ils sont les meilleurs sur quelque chose. Ça a été l'ISO pendant un moment. Ouais, c'est vrai. Ouais, en tout cas, c'est pas une bonne nouvelle pour le marché parce que c'était clairement pas ça qui va inciter Canon et Nikon à ouvrir plus grand. Tu vois, je pensais que la suite c'était justement l'ouverture, tu vois, et le fait que Sony, qui est quand même le leader, referme. Et ben je me dis les autres ils ont plus aucun intérêt à ouvrir en grand en fait finalement. Donc bon écoute, intéressant d'avoir ton positionnement sur ça. Je trouve que c'est quand même un des événements majeurs. Pour moi la monture Sony j'ai toujours vu comme une monture ouverte. Et là elle est ouverte, mais elle est ouverte à moitié de la rafale, quoi. Ouais, mais elle était ouverte. Elle s'est pas plus ouverte ou plus fermée pour le coup. Là, c'est juste qu'on s'en rend plus compte parce que c'est adressé à un. Bah oui. C'est le premier boîtier où réellement c'est impactant, quoi. Voilà, dans leur strat, ça n'a pas changé. Ok. Autre question, entre guillemets, qui fâche. Pourquoi Canon n'y arrive pas en vidéo? Alors moi, je pense que c'est un problème interne qu'ils ont, c'est qu'ils ont 2 divisions. Ils ont une division cinéma et ils ont une division photo qui ne travaillent pas ensemble. Et je me souviens du R5C, qui avait 2 OS, qui a un mode photo, un mode vidéo, qui ne communiquent pas, qui n'ont pas les mêmes autofocus. Enfin, les mecs, ils sont dans les bureaux côte à côte, il n'y en a aucun, ils se partagent pas les technos, quoi. Et j'ai l'impression que Canon, il fonctionne en unité, une unité cinéma, une unité photo, alors qu'il devrait fonctionner en gamme, un peu comme Sony, tu vois. T'aurais une gamme cinéma et une gamme photo, et tout le monde bosse ensemble. Et c'est pas le cas, en fait. Ouais, regarde, une C50 et un R6 III, enfin, c'est le même moteur. Et pourtant, la différence, elle est énorme.
Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, Mais je pense effectivement, que pour l'instant, ça marche pas. Ouais, dans la conception des produits, alors je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors après, faut l'isoler, c'est-à-dire que il y a effectivement chez Canon, que ce soit France ou n'importe quel pays, il y a deux divisions. C'est la division répartition de la distribution. T'as la gamme, la division vidéo, la division photo. Après, comment ça se passe en interne chez Canon sur la conception des produits, la roadmap, etc. Est-ce qu'ils travaillent ensemble ou pas? On le sait pas. Maintenant, c'est sûr que par contre, il y a deux gammes distinctes. Le truc, et là où je suis d'accord avec toi, c'est que en fait, ils existaient déjà, en fait, ces deux divisions, il y a 10, 15, 20 ans. D'accord? Donc, en fait, c'est comme ça que c'est fait chez Canon. Ça fonctionne cette manière-là. Il y a la vidéo et la photo. Sauf qu'entre-temps, il y a quand même un truc qui s'est passé, c'est qu'il y a, on va dire, une fusion du monde de la photo et de la vidéo qui s'est quand même passée ces dernières années. Et eux, en interne, ne se sont pas adaptés à ça. Ce qui fait donc que ils continuent peut-être encore à sortir des produits pensés pour, c'est un produit broadcast, parce que c'est le terme qu'ils utilisent, hein, c'est un produit broadcast, c'est pour la vidéo pro, c'est une gamme et au cinéma. Ils le pensent comme ça. Et du coup, il n'y a pas de collaboration peut-être, ou en tout cas de stratégie qui dit, OK, en fait, est-ce qu'on ne devrait pas fusionner ces deux univers? Ce qui a fait, alors ils n'ont pas fusionné, mais Pana, pour le coup, Pana a arrêté, je crois, ou a scindé, je sais plus, la division vidéo et la division photo. Il y a plus cette répartition aujourd'hui, et c'est là où, si on regarde chez qui ça fonctionne, bah ça fonctionne chez Sony. Chez Sony, eux en fait, ils ont créé cette gamme un peu intermédiaire, FX. Ils ont toujours la gamme vidéo, broadcast, pro, etc. qui est dans une division, mais ils ont créé un peu cet entre-deux qui est à mi-chemin entre l'univers photo et l'univers vidéo, avec la gamme FX Cinema Line, avec potentiellement même une stratégie dédiée dessus. Probablement aussi qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes clients. Tu vois, j'en parlais avec JB de Bison Bleu. Tu vois, lui, par exemple, la C50, elle est au-dessus sur certains aspects, elle est au-dessus que le R6 III. Ouais, je comprends. Et dans son usage à lui, il prendrait pas un R6 III. Il prendrait une C50. Mais ça concerne combien de personnes, ça? C'est ça, en fait, la question aussi. Bah, je pense que pour un usage pro spécifique, tu vois, lui, il fait de la pub. Bah, je pense que le fait d'avoir un capteur non stabilisé, c'est beaucoup plus important que le reste. Alors, je suis d'accord. Maintenant, c'est en mettant à la place de Canon. Est-ce qu'ils ne devraient pas trouver un truc, un entre-deux? Parce que, enfin, la C50, c'est pour l'instant, c'est pas un succès retentissant. Le produit, il est là, ils l'ont développé, il y a quand même de l'investissement derrière. Ils l'ont trouvé, je pense, hein. C'est la gamme V, là, qu'ils ont créé, mais pour l'instant, il n'y a pas de produit, quoi. Voilà, il faut un V, plus, en fait. Bah, moi, je veux un R6V, tu vois. Ouais. Le 50V, il s'est bien vendu, le 50V? Non, il n'y a pas de rumeur. Le 50V, ouais, franchement, c'est un produit qui sort, hein. Okay. Ouais, c'est un produit qui sort, le R50V. Mais oui, c'est peut-être la gamme, c'est peut-être celle-là, t'as raison. J'aimerais bien. Un R5V ou un R6V, ouais. Ils avaient tenté avec le R5C, mais ça n'avait pas marché. R5C qui était pas un mauvais produit, loin de là. Il avait un gros défaut, que c'était la batterie avec une autonomie catastrophique, et donc qui était quasiment même inutilisable. Mais le concept, il était pas bête, moi, je trouve. Hein. C'est vrai. Ouais. Si ce n'est un temps de boot de presque 1 minute et la batterie. Mais voilà, oui, il y avait de l'idée. Dans le concept, en tout cas, et dans la fusion des deux, moi, je trouvais intéressant. Ok, et enfin, pour qu'il y en ait pour tout le monde, hein. Est-ce que Nikon pousse trop l'aspect vidéo au risque de délaisser sa partie photo? Si tu regardes les derniers produits, à quoi je fais référence, hein? Si tu regardes tous les derniers produits, le Z6 III, et pour moi, c'est le prototype même, enfin, la démonstration même de ça. T'as l'impression qu'ils mettent tous les développements sur la 8K, sur la 8K60, sur le NRAW, sur le RED, sur les waveforms. Ils sont en train de développer à mort. Et t'as l'impression que la partie photo, ils bossent un peu moins dessus. Non? Bah, ils étaient déjà un peu en avance en photo sur certains trucs. Tu vois, la Rafale 120 images par seconde, par exemple, je crois qu'ils sont les seuls à le faire. Ok. Donc, Sony fait... Ah oui, si, tu disais la 9.3. 9.3, ouais. Mais ils avaient déjà pris un petit peu d'avance et je pense qu'ils avaient pris du retard sur d'autres trucs et qu'ils essaient de le rattraper. Peut-être que ça va se rééquilibrer. Après que l'arrivée de la ZR... Ils ont sorti quand même le Z5 II, hein, vraiment produit photo pur et qui marche super bien. Après, oui, le Z6 III, ils ont fait un choix très très vidéo, mais du coup qui au final se retrouve un peu bâtard là, parce qu'il y a le ZR qui est arrivé après et qui est un produit encore plus poussé en vidéo, qui apporte des choses en plus. Comment cohabiter entre les deux? J'espère vraiment qu'en 2026, on verra une nouvelle génération de produits de Nikon et pourquoi pas une nouvelle ZR. Ça me hyperait, tu vois. La ZR, c'est vraiment le produit de 2025 le plus marquant. C'est le truc l'ovni, tu vois.
toi, tu viens de sortir une vidéo d'ailleurs de la ZR. Hein. Alors, je vais te dire un truc. Moi, la ZR, je n'y croyais pas. J'étais en mode, c'est un pur produit marketing. Ils ont mis RED dessus, ils ont mis du 32 billes flottantes, ils ont mis qu'ils mettaient du RAW. Et c'est tout. Et j'y croyais pas. Moi, je croyais à la C50. Et puis, à force d'en parler, j'ai fini par demander, j'ai eu un contact chez Nikon, j'ai pu avoir la ZR et je vais peut-être m'en acheter une, tu vois. Donc, au final, elle m'a convaincu, quoi, parce que j'ai trouvé, alors, elle a une ergonomie qui est claquée au sol. Mais voilà, le moteur qui est dedans, incroyable, quoi. Tout ce qu'on peut faire avec. Tu vois, nous, quand ils nous les ont présentés, moi, ZR, on y a cru, mais direct, on s'est engagé fort. Et d'ailleurs, on a vu Nikon récemment, ils se souviennent du fait qu'on a cru au produit très très tôt. Et franchement, on est très content. Damien aussi, pareil, très emballé. Et la C50, moi au début, quand ils me l'ont présenté, j'y croyais. Je me souviens que Damien, par contre, dès le début, pas convaincu. Ok, bon bah écoute. Il a pas envie de répondre. Non, bah oui, c'est une évidence. Tu vois, la ZR, dès qu'on l'a vue, à part le port micro HDMI qui nous avait choqué, où on s'était dit putain non, pas ça les gars, pas un micro HDMI, là, pas sur ça, pas sur ce produit-là. Le reste, ça nous paraissait faire sens. Moi, après, c'est vrai que sur le marché. De quoi ? Même l'ergonomie. Ça leur coûtait combien de faire juste une poignée ? Juste une poignée. L'ergonomie, tu t'en sors en fait, parce que tu peux mettre un truc small rig, c'est chiant, mais en vrai, tu t'en sors. Ouais, mais il faut rajouter, tu vois. Ah bah oui. Mais je suis d'accord. Par contre, la C50, moi, en fait, je suis traumatisé du Canon R8. Le Canon R8, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est un banger. Ils ont vraiment compris le truc, et j'ai vu que je m'étais trompé. Et que les gens n'acceptent pas d'avoir un capteur qui est pas stabilisé. Ça, tu vois, je l'ai compris. Et à la réflexion, il y a aucun produit qui a un capteur qui est pas stabilisé qui a marché. Ouais. Pana s'est planté avec son GH5 là. À chaque fois que les mecs ils ont essayé, ils ont pris des murs. Ça ne marche pas. Sur le marché, les gens veulent de la stabilisation. Et à partir du moment où il dit le capteur n'est pas stabilisé, bah pour moi c'est fini. Parce que je me dis, j'ai jamais vu un produit qui marche. Donc effectivement, ça n'a pas marché. En fait, je pense que tout le reste, tu peux l'oublier. Alors, je sais, parce que j'en ai discuté aussi avec JB de Bison Bleu, que lui, c'est justement la feature qu'il veut, parce que il fait des trucs de malade mental, mais ils sont 3 à le faire en France, en fait. Ouais, c'est ça. Donc lui, dans son usage, où il modélise en 3D grâce aux caméras, et il fait des trucs de ouf, il faut que le capteur bouge pas, parce que sinon, ça tue tous ses calculs. Mais en vrai, les gens, si tu veux de la masse, t'as besoin d'un capteur stabilisé. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'y croyais pas, à la C50. Ouais, j'allais dire, faut voir si là ils ont sorti la ZR, tu vois, c'est le premier modèle de la gamme R. Moi, ce qui me hype, c'est de savoir ce qu'ils vont faire après, tu vois. Est-ce qu'ils vont sortir une version ZR un peu plus chère, plus gonflée, tu vois, là c'est le premier épisode. J'attends de voir ce qu'ils vont faire après. Là, ça m'intrigue vachement. Ouais, carrément. Puis des optiques aussi. Je pense qu'il y aura des optiques qui vont arriver. On a vu avec le 28-135, là, ce badge jaune autour. Il y aura une gamme qui va aller avec aussi en optique vidéo. Moi, je suis convaincu que c'est terminé pour les composants actuels. Là, moi, j'en peux plus de les voir. Ça fait 5 ans qu'on les voit, ces composants-là. Ils ont été utilisés autant qu'ils pouvaient. Je pense que maintenant, il faudra attendre les nouveaux composants. Je pense que c'est ça qui va leur permettre de débloquer de nouveaux produits et de nouvelles possibilités. Il faut qu'ils se débarrassent de limitations qui traînent maintenant depuis 5 ans. J'espère vraiment que, tu vois, la prochaine ZR et compagnie sera sur une nouvelle plateforme. Donc, en tout cas, c'est là où j'attends Nikon en 2026. À quelle limitation tu penses ? Alors, moi, je pense surtout à la pré-rafale en JPEG que je peux plus voir. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la pré-rafale en RAW. Et c'est pareil, c'est les seuls aujourd'hui. Alors, on parlait de 15 images par seconde, mais il y a quand même des usages en animalier, en sport et compagnie, où 20 images par seconde, c'est eux qui ont la rafale la plus lente, si tu veux, sur le marché. Tu parlais tout à l'heure de Lumix qui a 70, Sony à 30 et Canon à 40. C'est vrai qu'eux, à 20, ils sont 2 fois plus lents presque. Donc, ça fait partie des limitations. Et en vidéo, c'est pareil, le double enregistrement en vidéo, c'est un truc qui, maintenant, il faut qu'il l'ait. Ils en ont besoin. L'enregistrement sur SSD, quand tu promeus autant le format RAW en vidéo qu'ils le font, pour moi, ça devient un problème de devoir le faire sur une CF Express. Ils doivent le faire sur du SSD. Ils vont le faire. Et je pense que là, ça va leur offrir des nouvelles possibilités. Non, t'es pas d'accord ? Ah si. Pourtant, je suis pas Nikoniste au départ. Moi, je suis convaincu qu'ils vont faire une mise à jour parce ça, Nikon l'a bien compris. Ils ont fait évoluer leur dernier gros boîtier avec des mises à jour. Moi, je suis sûr que la ZR, ils vont lui mettre une mise à jour et il y aura du SSD possible.
Enfin, je comprendrais pas qu'ils le fassent pas en fait. On verra. C'est quoi qui te hype le plus, toi, pour la prochaine année? C'est quoi le produit où tu te dis, putain, ça, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Bon alors, comme tout le monde, la FX 3.2, moi qui n'ai pas forcément un boîtier qui m'intéresse dans l'absolu, mais c'est pas le boîtier lui-même qui m'intéresse, c'est de se dire comment Sony, que tout le monde attend au tournant sur ce boîtier, comment ils vont s'en sortir, comment ils vont créer la hype, tu vois. Parce que alors là, tout le monde a l'écro, tu vois, sur tous les trucs de discussion, ils parlent que de ça, les gens, la FX2, la FX 3.2, c'est le seul truc dont ils parlent, donc j'attends de voir ça. Et puis, on en parlait tout à l'heure, moi je veux savoir ce que Lumix va faire cette année, tu vois. Comment ils vont aussi se sortir de leur gamme et arriver à nous proposer un truc auquel on s'attend pas. Moi, comme tout le monde, la FX3.2, c'est effectivement le produit où on se dit, est-ce qu'ils vont se louper ou pas? C'est même pas qu'est-ce qu'ils vont mettre dehors, c'est est-ce qu'ils vont se louper ou pas? Tu te dis, mais c'était le cas de la 7.5. Et en fait, la 7.5 m'a redonné confiance. C'est-à-dire que, je sais pas, j'avais un peu perdu. Je m'étais dit, la 7.5, ça va pas le faire, tu vois. Après les produits qu'ils avaient lancés avant. Et là, ils m'ont redonné confiance avec la 7.5. Je me suis dit, non, quand même, tu vois, quand ils veulent faire, ils peuvent faire. Et la 7.5, c'est vraiment un super produit. Je suis en train de faire, comme toi d'ailleurs. Je suis en train de faire un comparatif là, comme toi, et c'est un super produit la 7.5, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Il se fait un peu bâcher par une partie de la communauté, mais je vais pas faire ma review tout de suite parce que j'attends de le poncer fort. Mais moi, tous les tests que j'en ressors quand je fais des comparatifs avec le R6 III, avec le S1 II, il est impressionnant sur certains trucs. Il fait un peu moins que d'autres, mais il le fait tellement mieux. C'est incroyable. Ouais, c'est exactement ça. L'autonomie. Donc voilà, tout ça pour dire. Ouf. Tout ça pour dire que j'ai confiance en eux sur la FX3.2. C'est possible. Après, s'ils sortent pas de l'Open Gate sur une FX3 Mark II, ils ne seront jamais. Ouais, ils vont se faire défoncer. Bon, écoute, merci Ben. Merci pour l'invitation. C'était très cool. Et carrément. On te suit, hâte de voir les vidéos de comparatifs et tout ce que tu nous prépares. Ça viendra bientôt, puis je serai pas tout seul en plus à les faire, donc. Ça tease trop cool. Non, je peux le dire, on va faire une vidéo avec JB de Bison Bleu et avec Nicolas Pignot, on va faire une vidéo, 3 vidéos qui sortiront en même temps sur le même sujet, avec des angles de vue différents. Ok, cool. Donc on va rigoler. Ciao, salut Ben. Salut Ben. Et donc on se retrouve avec Maxime, que vous connaissez j'imagine de la chaîne Pile et Face. Salut Maxime. Salut les gars. Salut Max. Ça me fait plaisir de vous voir. Ouais, et donc avec toi on va parler vidéo. Trop bien. Ouais, je pense que c'est ta spécialité. Tu nous as d'ailleurs, j'en reparle quand même parce que sacrée vidéo sur l'histoire d'Adobe pendant les fêtes. Ouais, gros travail. Ouais, j'ai adoré cette vidéo parce que à la fois Adobe, tu te dis ils envoient du rêve quand même. Ils ont des records et compagnie, et à la fois t'as des trucs bizarres avec des signaux négatifs. Ouais. Le Trustpilot là que tu montrais, comme quoi c'est une des boîtes qui a les moins bons retours clients. C'est incroyable quand même. Ouais, qui est la plus et l'action. Ouais. Et le cours en bourse qui se casse la gueule. Donc si vous l'avez pas vu, il y a celle-là, il y a Avatar, qui sont vraiment deux vidéos, je trouve. Gros boulot aussi, gros travail en amont, d'investigation, de documentation, en termes de motion aussi. C'est des vidéos, c'est un format. Moi que j'avais adoré quand tu l'avais fait sur GoPro, et c'est vrai que là pareil, j'ai vraiment kiffé la regarder. Et c'est vraiment très plaisant à voir. Ceux qui l'ont pas vu, vraiment aller regarder ça. Ouais, c'est beaucoup de travail. En amont, c'est sûr que le montage c'est la plus grosse partie. Il y a un peu de recherche, mais je sais pas. C'est des formats que j'adore faire parce que c'est vraiment rentrer un peu plus tu vois, d'aller un peu plus loin dans les sujets. C'est des formats qui marchent bien en règle générale. GoPro avait extrêmement bien marché. C'est une des vidéos les plus vues de la chaîne. Celle d'Adobe démarre un peu plus lentement, on va dire. Mais très intéressant. Les retours sont excellents. C'est quasiment une vidéo qui a le plus de commentaires que j'ai sur la chaîne. Donc à reproduire, mais le travail que ça demande, c'est combien de temps de travail? C'est 3 mois à peu près. En tout, c'est un peu, tu vois, de A à Z, c'est 3 mois. T'as à peu près une semaine, voire 2 de recherche, d'écriture. Et après, c'est du montage. Tu vois, globalement, c'est le montage. En fait, on est sur un travail limite plus de journaliste, qui est pas du tout ni mon métier, ni le métier des gars avec qui je travaille. Donc, en fait, peut-être qu'on est peut-être plus lent que quelqu'un qui a l'habitude de faire ça ou quoi que ce soit. Mais on veut faire ça correctement parce qu'il y a d'autres vidéos qui ont popé sur ce sujet-là, mais qui étaient aussi intéressantes. Et nous, on avait envie d'aller un peu plus loin. Donc ça demande évidemment plus de travail, quoi. Et donc, on est dans ce podcast là, un peu les questions qui fâchent. Et une des premières questions que j'avais envie d'aborder, alors les gens le savent pas, mais on a tous un contrat à l'année, ou beaucoup de créateurs ont un contrat à l'année avec Artlist, qui est une boîte qui fournit la musique, qui nous fournit les illustrations et compagnie. Et moi, à la fin de l'année là,
Ils m'ont dit, bah écoute, Damien, je suis désolé, ça s'arrête. Bon, on discute les uns avec les autres, et on voit que ça a l'air d'être un mouvement général. Et Artlist, et on le voit, je trouve, directement sur leur site. Maintenant, tu as la home et tu as AI vidéo, AI image, AI voice-over. Et tu vois que finalement, toute la musique, les assets, tous les trucs qu'ils faisaient avant, bah en gros, ils les ont virés dans un sous-menu là qu'on retrouve ici. Regarde, c'est même plus accessible directement dans l'interface. Et tu te dis, donc nous, ils nous ont virés parce que visiblement, on n'a plus l'audience à qui ils veulent s'adresser. Et tu te dis, on a l'impression que en fait, c'est une nouvelle vague qui arrive et ça pose la question, est-ce que finalement l'IA est un danger pour les marques qui aujourd'hui proposent du matériel? C'est ce qui est encore plus frappant, c'est que là, tu as l'interface, on va dire, actuelle et d'ici quelques jours, une nouvelle interface arrive sur Artlist qui est encore pire que ça. C'est que là, il y a vraiment full IA partout. Et que ça soit la musique, que ça soit les sound effects, même les footage, c'est dans un petit sous-menu, mais qu'il faut aller chercher c'est encore plus dur que ça. Donc là, on est sur un virage à 90 degrés, clairement. Ouais, t'as presque l'impression qu'avant, ils travaillaient avec des musiciens, avec des graphistes, avec des humains, en fait. Et aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est de travailler uniquement avec des fournisseurs d'IA, quoi. Ouais. Et ça, malheureusement, ça plaît pas du tout, en fait. Alors, tu vois, à leur communauté, les gens qui les suivent, justement parce que c'est ce qu'ils prenaient. Ils prenaient beaucoup l'humain, les petits créateurs. Je m'en souviens qu'ils étaient très penchés sur les petits musiciens qui se lançaient pour les accompagner même dans leur carrière, dans leur développement. Et là, en fait, ils promeuvent. Alors, pour l'instant, et je sais pas s'ils vont le faire un jour, mais pour l'instant, ils font pas, tu sais, de musique via IA, qui est quand même une grosse fonctionnalité qui marche vachement bien aussi sur d'autres sites. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce qu'ils veulent protéger un minimum ou est-ce qu'ils attendent un peu avant de le faire? Je pense. Moi, à mon avis, ça va arriver. Oui, je pense. Ça serait la logique. Mais c'est pas évident et je te retourne un peu aussi la question un peu, Damien, c'est que toi comment toi en tant que créateur, utilisateur, moi aussi surtout d'Artlist, que je sais que tu utilises beaucoup tout comme moi, comment tu le prends ça, ce virage-là? C'est compliqué. Moi, je trouve que presque ils auraient dû créer un deuxième site, peut-être. Je trouve que c'est deux usages qui sont complètement différents. Tu vois, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur parce que avant ils avaient notamment tout ce qui était footage. Là, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qui est footage qui ont été créés par des vrais humains ne les intéresse plus. Ils veulent que les gens créent leur propre footage ici avec la vidéo, en faisant un prompt finalement. Et moi, je les trouve. Je passe peut-être moins, mais j'ai l'impression que moi, je vois plus que des vidéos générées par IA et ça commence à m'ennuyer. Mais d'une force, je trouve que c'est toutes les mêmes. C'est du vu, revu, revu, remâché et franchement, j'en peux plus. Et je sais pas, j'ai envie de revoir des trucs faits par des humains en fait. Et quand je déroule mes feeds, c'est que de l'IA partout. Et ouais. C'est vrai qu'on le voit. Enfin, là, on parle d'image, mais je pense que c'est pour moi, c'est même plus général, pas que dans la génération d'images. Truc tout bête, mais c'est vrai que aujourd'hui, il suffit de se balader sur les réseaux, LinkedIn ou autres, même sur la génération de texte. Aujourd'hui, voir des posts générés à l'IA, formatés, mis en forme à l'IA, on le voit. Ça se voit. Et en fait, t'as même plus envie de le lire. Donc en fait, là, on parle de l'image et de la création d'images ou de musique, c'est un fait. Mais est-ce que c'est pas peut-être comment va se comporter? Alors ça a plein d'avantages, mais comment va se comporter l'accueil, on va dire, de tout ce qui est généré à l'IA par la population à un moment donné où en fait on sait très bien que ce qu'on regarde, il n'y a pas eu de création et c'est une machine qui l'a géré. Est-ce que comme toi, tu vois plein dans ton feed des images générées à l'IA, à un moment donné, ça te saoule. De la même manière que tu lis un article ou que tu lis un post, tu sais qu'il est généré à l'IA, du coup, il n'a pas la même valeur. C'est une vraie question de se poser comment l'humain va réagir à cette recrudescence et utilisation d'IA un peu partout. Peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être aussi vouloir revenir à l'humain. C'est une vraie question aussi. Ouais. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui sont dans la situation de Damien. Même nous, je pense y compris. C'est globalement, on commence à en avoir déjà un peu marre d'en voir beaucoup, alors qu'on n'est qu'au début. Ouais. Je pense que qu'il va avoir une courbe d'acceptation, même de la part des créateurs. Tu vois, pour l'instant, l'IA est pas encore hyper acceptée dans les mœurs. Tu vois, les gens enragent, même tu vois, de changer une photo de profil, de faire un truc un peu plus pro-gêné par IA, c'est pas encore accepté. Et moi, je pense que plus on va en avoir, plus ça va rentrer dans les mœurs et ça va être un peu ok d'utiliser l'IA. Tu vois, les gens vont peut-être moins rager que ça. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que je suis persuadé qu'à un moment donné, on en aura marre de voir
des contenus générés pas par un humain, et on va revenir aux bases. Et c'est un peu ce que j'essaie aussi de dire justement aux gens qu'on forme un peu à la vidéo, parce qu'ils ont tous peur de l'IA, et ce qui est normal. Mais voilà, moi c'est un peu, je pense qu'à un moment donné, que ça soit les clients, que ça soit même les gens, vous, moi, on va avoir envie de consommer du contenu qui a été fait par quelqu'un qui a pris le temps, et du coup qui sera un peu volontairement imparfait. Après la question c'est est-ce que justement là je vois qu'il y a maintenant des prompts GPT pour des posts LinkedIn qui font exprès de faire des fautes d'orthographe pour montrer que c'est pas de l'IA. Que c'est pas en fait, tu vois, on est en train de rentrer dans l'imparfait pour pas que ça soit de l'IA, quoi. C'est dur, quoi. Ouais. Et est-ce que tu penses que l'IA peut affecter les ventes d'un Sony, Canon, Nikon? Est-ce que tu penses que ça va diminuer finalement le potentiel du marché des constructeurs? Waouh, c'est grosse question. Je suis pas sûr d'avoir. Enfin, j'ai évidemment un avis là-dessus. Après, je suis pas sûr d'avoir le bon ou qui suis-je pour le donner. Mais moi, je pense pas que ça va les impacter tant que ça. Parce que globalement, ça va pas. Je pense que ceux qui vont utiliser l'IA et qui vont arrêter de créer du contenu d'un point de vue photo, d'un point de vue vidéo, globalement, de toute façon, c'est des gens qui allaient se lasser de la vidéo et de la photo. Enfin, tu vois, c'est des gens qui allaient arrêter de vouloir créer à un moment donné, qui cherchaient un substitut. Et l'IA va les aider, ces personnes-là, là-dedans. Maintenant, la grande majorité des gens qui, je pense, t'écoutent, qui nous écoutent, ou même qui vont chez IPLN, c'est des gens qui aiment créer, tu vois. Il y a le côté passion qui vient de base. Il y a le côté passion aussi, oui. Et je pense pas que l'IA ne remplacera pas cette passion-là, quoi. Non, après, par contre, tu vois, pardon, je te coupe, mais c'est vrai qu'aussi, bien sûr, ça remplacera jamais la passion. Après, d'un autre côté, tous les gens et les vidéastes ou photographes qui en vivent, la passion remplit pas forcément l'assiette non plus. Si demain il y a moins de personnes qui les sollicitent parce qu'ils les génèrent de leur côté, forcément, ça peut avoir un impact. Moi, la vraie question, c'est à quelle échéance? Est-ce que à échéance, parce que quand on regarde à date, l'IA, il est quand même déjà ancré, même si on est quand même qu'au début. Ouais. Des outils de génération d'images, ils existent et des performants depuis, je sais pas, un an. Au contraire, enfin, il y a aucun impact à date. Au contraire, sur le marché de la photo, sur le marché de la vidéo. Est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 10 ans, ça sera différent? Peut-être, je pense que oui, mais la question c'est du coup comment les marques vont s'adapter, parce qu'elles vont pas dire leur dernier mot et dire on subit l'IA et puis maintenant si on réduit le volume des ventes de nos produits, on est spectateur, on regarde. Est-ce que les marques à un moment donné vont pas aussi réfléchir à comment contrer un peu ça, peut-être intégrer de l'IA à l'intérieur, je ne sais pas comment, mais c'est sûr qu'il y a une vraie question qui se pose, mais je pense pas que ça remet en cause à échéance rapide, on va dire. Ouais, parce que les clients qui vont plus faire appel à toi parce qu'ils vont trouver un prompt, enfin tu vois, qui vont réussir à le faire quasiment eux-mêmes. Dans tous les cas, c'est des clients qui en attendent pas tant que ça d'un point de vue contenu. L'IA aujourd'hui, ils n'ont pas une exigence, voilà. Exactement. Et donc du coup, s'ils trouvent un substitut moins cher, eux, ça leur va. La majorité des gens qui font appel à des photographes ou à des vidéastes, ils veulent déjà avoir un peu un contact humain, ils veulent quelque chose qui est peut-être un peu plus sur mesure. L'IA aujourd'hui a un peu du mal à faire ça. Elle est très très forte. Tu lui dis génère-moi une photo de telle ou telle personne, mais tu lui dis change-moi le bouton bleu dans cette photo-là. Enfin, tu vois, on sent qu'on a encore des limites techniques à l'instant T qui seront effacées d'ici quelques semaines, j'imagine. Mais pour moi, c'est deux marchés. En fait, il y a deux marchés qui vont se séparer. Ceux qui n'ont pas le temps et pas le budget et qui passeront du coup par l'IA pour justement avoir un rendu simple, correct, ce qu'ils attendent, mais sans plus. Et ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus poussé, avec de l'humain, avec des échanges, avec un vrai chef de projet, tu vois. Et ça, du coup, ils seront prêts, j'imagine, à mettre le prix là-dessus. Ouais. Moi, je pense ouais, effectivement. J'ai l'impression quand même que tous les boîtiers, là, quand quelqu'un achète un boîtier, c'est quand même la plupart du temps pour... Alors, il y a des professionnels qui font de la prod, mais il y a quand même une grosse partie des gens qui sont là pour faire du souvenir, qui sont là pour faire de l'événementiel, qui sont là pour immortaliser du réel, en fait. Et tout ce panel-là, je pense qu'il n'est pas du tout menacé par l'IA. Ouais. Ouais, je pense que le mec qui veut des photos de son mariage, tu vois, il va pas vouloir des photos d'IA... Ça, c'est sûr. Ça a aucun sens, tu vois. Après, tout ce qui est lié à l'événementiel, de toute façon, l'IA pourra pas l'immortaliser. Bah ouais, tout ce qui est lié au réel, en fait. Exactement. Après, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est un peu plus fiction, tournage, où là, potentiellement, on voit avec les pubs Coca-Cola, on les voit avec les pubs McDo et compagnie, potentiellement, effectivement. Pour les boîtes de prod, il peut y avoir une vraie, comme un département IA où, avant, ils avaient des caméras, là, maintenant, il n'y a plus de caméras, il y a que des experts en prompt qui sont capables de débiter une pub comme avant, on aurait demandé à une équipe entière de mettre en place tout ce qu'il faut pour créer une pub, quoi.
Est-ce que vous avez vu la pub, tu sais, d'Intermarché là pendant bien Noël avec le loup qui était incroyable, qui a été du coup réalisé par un studio. Les gens reconnaissaient ça aussi, le côté un peu trop bien. En plus, ça a été fait avec des humains, etc. Moi, je me pose quand même la question de là, les gens ont adoré, ça a touché énormément de gens. Si à l'instant T, on peut pas encore trop bien le réaliser avec l'IA, mais d'ici quelques mois, quelques années, on pourra. Et en fait, la même pub va autant toucher les gens, sauf qu'ils se rendront pas compte que ça sera touché, enfin que ça aura été fait avec des IA. Et du coup, là, il va forcément avoir une question entre est-ce que éthiquement, le fait que ça a été fait avec IA, si ça touche son public, si ça touche les gens, est-ce que c'est réellement un problème ? Tu vois, si la consommation des gens évolue, s'ils se rendent pas trop compte, et pour beaucoup, ils vont se dire, en fait, moi, ça me dérange pas que ça ait été fait avec IA, quoi. Aujourd'hui, c'est problématique parce qu'on a l'impression que ça supprime des jobs, et c'est le cas. Mais d'ici quelques années, les gens ont leur plaisir personnel et leur consommation passera avant l'intérêt des gens, quoi. Ouais, puis je pense que ça va en créer d'autres. Tu vois, moi, je pense qu'il va y avoir des armées de prompteurs. Ça, c'est sûr. Ça, Ouais, c'est clair. Ça va devenir un métier, tu vois. Ouais, tout à clairement. fait. Parce que c'est ça aussi. C'est, tu vois, pour finir là-dessus, il y a l'outil, c'est sûr, mais il y a la personne qui vient l'utiliser. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu as des outils d'IA hyper développés, parce que on a tous un peu, on va dire, des rêves, et même nous, moi, à l'échelle de mon entreprise, à plein de niveaux, j'ai envie de mettre de l'IA partout. Enfin, de mettre de l'IA partout. Dans les process, on va dire, d'automatiser des tâches, dans la gestion administrative, etc. Et il y a des trucs où tu te dis, ah ouais, super, l'IA va le faire. Ouais, c'est pas si facile que ça. Oui. Il faut maîtriser l'outil, il faut savoir le faire, il faut savoir générer les bons prompts, il faut savoir vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et effectivement, du coup, ça va être, un vrai, je vais dire, métier de dire, en fait, je sais l'utiliser et je sais faire ce que tu me demandes. Et c'est pas parce que l'outil permet de le faire que tu auras quelqu'un dans ton équipe ou même un vidéaste qui saura l'utiliser pour arriver à un rendu qui se rapproche de ce que tu pourrais faire en le créant, quoi. Ouais. En tout cas, Artlist, c'est la première manifestation que je vois, moi, dans mon environnement concret, d'une entreprise qui remplace des humains, qui leur fournissait plein de trucs par des trucs qui sont créés par des IA. Et maintenant, tu vois, qui change, qui nous vire, nous, en tant que créateurs, parce que on s'adresse à une audience de niche, pour aller probablement chercher d'autres créateurs qui s'adressent à une audience qui est beaucoup plus mainstream, tu vois. Ils seraient intéressés probablement même d'avoir des plus jeunes, tu vois, qui ont aucune compétence, qui vont venir juste faire des prompts toute la journée. On voit des comptes entiers sur Instagram, avec du contenu 100% généré par l'IA. Ils postent, les mecs, ils peuvent poster 100 verticaux dans la journée. Ils s'en foutent. Il y en a un qui va péter et ils ont des comptes de malades. Ouais. Bon, on va suivre ça. J'étais aussi curieux, tu vois, Max, de t'interroger sur la 8K. Ouais. On a vu quand même beaucoup dans les dernières caméras qui sont sorties. Et d'ailleurs, la 7.5 a fait polémique pour ça. C'est probablement la seule caméra où il n'y a pas de 6K, il n'y a pas de 8K. Et la question se pose, est-ce que aujourd'hui la 4K ça suffit, ou est-ce que ça devient vraiment la norme de filmer soit en 6K, soit en 8K? Moi, dans mon métier et dans tous les vidéastes que je côtoie, je connais personne qui filme en 8K, déjà. La 8K, pour moi, c'est vraiment l'élément marketing de dire c'est une fonctionnalité. Je pense qu'il y a le côté où ça peut aussi t'entendre rassurer de se dire, bon, j'en ai pas forcément besoin, mais mon boîtier peut le faire. Et du coup, on peut se dire, à un moment donné, ok, j'en aurais peut-être besoin pour quelque chose, mais... moi, une des seules utilités que je vois dans la 8K, c'est typiquement de pouvoir recadrer. Donc, c'est potentiellement de faire une interview et peut-être pouvoir cropper, de pouvoir faire plusieurs angles pour avoir dynamiser différentes valeurs de plan. Ouais. Ça peut être intéressant. Il y en a aussi d'autres, évidemment, qui peuvent être intéressants avec la 8K. Mais aujourd'hui, on a quand même la problématique que même nos téléphones ne montent pas de la 4K. Enfin, je veux dire, les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, ça reste de la 1080p. Donc, on n'est pas encore à l'apogée, pour moi, de la 4K qu'on a partout. La 6K, c'est un peu différent, je trouve que la 6K, c'est un plus que je comprends un peu mieux, parce que d'un point de vue stockage par rapport à la 8K, c'est quand même pas la même chose, et ça peut être utile, notamment si tu veux recadrer un peu, si tu veux filmer un peu plus large. Mais aujourd'hui, en vrai, je pense sincèrement que 95% des vidéastes filment que en 4K, et ils ont absolument pas besoin ni de 6K ni de 8K. Enfin, en tout cas, après, toi, en peut-être 2025, t'as filmé des plans en 6K ou en 8K? Oui, parce que fallait que je teste, parce que je considère que c'est notre rôle justement en tant que testeur de matériel d'essayer, tu vois. Mais sur des prods clients, jamais. Il n'y a pas une seule prod client que j'ai fait en 6K ou que j'ai fait en 8K, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, ça prend de la place. Et puis tu vois, c'est toujours, tu sais, quand on donne aussi l'idée de pouvoir recadrer. Mais en fait, quand tu as de l'expérience, tu sais déjà quel est ton cadre. Et tu sais déjà qu'il faut que tu te laisses un peu de marge au-dessus de la tête parce que tu vas recroper un peu. Donc, tu n'as pas besoin non plus de faire un angle hyper large pour recroper derrière, quoi.
Donc moi, personnellement, j'y vois assez peu d'intérêt. Je sais que beaucoup attendent justement sur la FX3.2 le côté de peut-être monter en résolution. Je peux l'entendre aussi. Il y a forcément des utilisations qui sont intéressantes pour certains. Mais la majorité des gens, non, je vois pas encore trop son intérêt. Ouais, j'ai l'impression que mine de rien, tu vois, les écrans qu'on a sont pas en 8K. Moi, j'ai pas de télé 8K, tu vois. Ça se démocratise pas aussi vite que c'est démocratisé la 4K en fait. Ouais. Et après, du coup, tu te dis, bah ouais, mais s'il y a vraiment rien finalement qui diffuse en 8K, est-ce que réellement ouais, ça ouais, c'est ça. T'as raison. C'est ça. En fait, faut prendre le problème à l'envers. C'est où est-ce que les vidéos seront vues. Et pour les clients et encore, pour les clients, pour nous, quoi que ce soit, la grande majorité du contenu qu'on fait, c'est sur les réseaux sociaux. Et donc, qui dit réseau dit, bah voilà, on a évidemment des limites de résolution. Tu vois, je pense à Instagram, même LinkedIn, YouTube. Ça y est, on peut commencer un peu à monter, mais je sais pas, je vois, à part sur une belle TV, tu vois, je vois pas trop l'intérêt à l'heure actuelle de consommer du contenu en 8K. Et on pourrait te poser la même question, est-ce que tu fais du contenu HDR ? Non plus parce que c'est pareil, c'est des codecs qui sont je dirais pas moins souples, mais tu vois, c'est pas évident, je trouve, à les retoucher derrière. Ouais, ça reste niche en fait. Ouais. C'est très niche et ça il y a le côté il y a du marketing aussi. Ouais, il y a du marketing. Et puis ça, je sais pas, moi il y a un rendu, après c'est peut-être très perso, mais le rendu HDR me parle pas. C'est très on a l'impression que c'est un truc un peu fake, un peu IA. Tu vois, j'aime beaucoup le côté un peu pas imparfait, mais tu vois, d'avoir un espèce de contraste qui est bien maîtrisé, de quand tu vois tout dans tes hautes lumières et tout dans les basses lumières, je sais pas, il y a un rendu qui personnellement me parle pas tant que ça, mais c'est peut-être après très perso quoi. Ok. D'accord. Dans le dernier podcast avec Douglas, on partageait un peu notre coup de cœur, si tu veux, de l'année 2025 et notre déception de 2025. Ouais. Je serais curieux de connaître les tiens. On parle de matériel, hein, évidemment, dans les annonces là qu'on a vues. Très intéressant. Coup de cœur, je l'ai déjà. On en avait potentiellement déjà parlé, mais moi c'est Nikon ZR. C'est coup de cœur de l'année. Je dirais même je pense peut-être des 2 voire 3 dernières années. C'est un produit qui fait du bien, qui évolue, qui amène quelque chose de tellement neuf, tellement nouveau, qui a des défauts, encore une fois, hein, les problèmes de H264, H265, le fait que ça soit un peu mou dans la catégorie, on va dire, principale, enfin dans le codec principal. C'est un peu ennuyant, mais j'imagine qu'il y aura une mise à jour là-dessus, mais non, l'écran, le 32 bits, les codecs, avoir du 3 RAW, enfin en vidéo, c'est incroyable. Le prix, oui. Ouais. Qui surchauffe pas, enfin voilà, c'est un vent neuf qui fait du bien. Que j'ai adoré utiliser, que j'ai aussi, qu'il faut que je vous renvoie d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Mais qui est toujours hyper intéressant et hyper polyvalent. Donc ouais, ça c'est clairement mon gros coup de cœur. Ouais. D'accord. Et ta déception du coup ? Déception, c'est plus dur. Déception, c'est marrant, j'étais persuadé que ma déception allait être l'A7 V. Avant qu'il sorte, avant qu'on ait les codecs, tu vois, je m'attendais à que Sony se plante. Au final. Et enfin, c'est parce que avec les différentes sorties, parce que on entendait des choses qui allaient arriver. Les rumeurs parlaient quand même de un capteur qui était pas du tout, enfin ni semi-empilé ni rien du tout. Enfin bref, du coup plutôt agréablement surpris de ce qui s'est passé avec l'A7 V. Et donc du coup, non, je réfléchis un peu à, il y a pas, en fait, il y a pas vraiment de produits qui m'ont marqué en me disant ça c'était vraiment pas ouf. La FX2 quand même, c'est pour moi le plus gros flop. Mais je l'ai pas vraiment trop testé. Enfin, je l'ai testé que sur des salons, ces choses-là. Mais ouais, si, en vrai, c'est la réponse un peu facile. Mais globalement, à part la FX2, il y a rien qui m'a choqué cette année où je me suis dit, oh, là, c'est vraiment une grosse faute, quoi, tu vois. Si, dernière question, Max. Si tu vois aujourd'hui, en janvier 2026, je te donne un budget, je te dis, tu peux t'acheter un boîtier et 3 optiques. Voilà. Pour toi, qui a le meilleur package, la meilleure offre, on va dire, dans cette configuration-là, et qui a la moins bonne pour toi? Quelqu'un un vidéaste ou un photographe qui souhaite se lancer aujourd'hui, qui veut un peu de tout. Okay. Il a un budget, voilà. Pour toi, tirer où? Ok. Très intéressant. Pour moi, c'est la fin de ta question qui fait toute la différence. Tu m'aurais dit un boîtier optique, je t'aurais pas donné la même réponse qu'un boîtier 3 optiques. Ouais. Et globalement, après, tu peux répondre aux deux parce que du coup, effectivement, quand tu te lances, est-ce que tu achètes 3 optiques tout de suite? Peut-être pas. Ouais. Sur justement un boîtier 3 optiques, pour moi la réponse évidente c'est aller vers du Sony.
parce que la monture est hyper ouverte, tu peux aller vraiment de tous les sens. Après, bon, voilà, on sait que la monture Z, t'as du Tamron aussi qui est un peu dessus, pareil avec Lumix. Donc, dans l'idée, moi, je serais parti. Alors, tout dépend évidemment du budget, mais quelqu'un qui se lance, faut voir quand même sur un budget qui me paraît à peu près cohérent. Allez, c'est pas facile parce que on peut vraiment aller un peu partout. Mais un A7 V avec un Sigma 2470 ou un Tamron 2875, c'est pour moi aujourd'hui le plus polyvalent. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est ce qui me parle beaucoup pour quelqu'un qui veut se lancer un peu dans la vidéo photo. Après, quelqu'un qui est full vidéo, moi je lui dis ZR. Tu vois. Je lui dis Nikon ZR, la bague là, c'est Megadap. Megadap et soit le Nikon, là, enfin le Tamron 2875 qu'ils ont passé en Nikon. Ça, tu pars là-dessus, tu sais que t'es bien sur les prochaines années. Ouais, là, t'es un filmmaker qui démarre, tu t'achètes ta première vraie caméra, ZR. Ah, ZR direct. Direct, c'est le plus polyvalent, tu fais tout, t'as du 32 bits en interne, l'écran c'est un moniteur à distance, enfin c'est un moniteur, je veux dire elle est incroyable, elle a évidemment des limitations, tu vois, t'as qu'un seul port SD, la micro carte SD, je t'en parle pas parce que ça pour moi c'est vraiment ça sert clairement à rien dans ce qu'on fait, mais bon, ça le mérite d'exister. Mais ouais, je serais plus parti dessus parce que c'est aussi pour moi un produit d'avenir, quoi, tu vois. Il y a le côté où on sait que il va y avoir des mises à jour, enfin ils le mettent vachement en avant. Après, c'est à l'instant T. On ne sait pas ce qu'il va avoir après derrière avec la suite de Sony sur la FX3. Mais oui, en termes de rapport qualité-prix, aujourd'hui, les 3 RAW, enfin, tu fais pas mieux que la ZR, globalement. Après, si on a encore moins de budget, je me permets, parce que voilà, j'ai encore moins de budget, le S5 II. Le S5 II avec un Sigma 2470. Mais il est à combien là actuellement chez IPLN 1005, non 1006? Je sais pas, ça vaut dans les 1005. Hein. Ouais. 1500, un capteur plein format qui est stabilisé, qui fait certes de la 4K50 avec un crop, mais voilà, qui a un beau Vlog. C'est en rapport qualité-prix, c'est dur aussi de faire mieux. Ouais. Super. Bah écoute, merci beaucoup Maxime. Merci Max. Avec plaisir. Merci à vous les gars. T'as un nouveau documentaire là que tu vas nous sortir? Non, on va essayer de respirer un peu là. Le docu sur 3 mois, on s'est dit c'est sympa, hein, mais non, on va attendre un peu. Avant l'été? Comment? Avant l'été? Je pense pas. Je pense qu'on en fera un par an, potentiellement celui du fin d'année. Après, tout dépend. On va voir aussi les évolutions des marques, parce qu'on surfe aussi évidemment sur l'actualité. Là, évidemment qu'une marque qui vacille, c'est aussi intéressant de creuser un peu qu'est-ce qui se passe et essayer d'en apprendre un peu justement les tenants et les aboutissants. Donc on va voir. Mais bon, peut-être, hein, on ne sait pas. Allez, trop hâte. Salut Super. Maxime. Merci Maxime. Salut. Voilà, nous on vous retrouve dans 2 semaines pour traiter toutes les actus qui auront eu lieu là durant le mois de janvier. Merci Douglas. Merci Damien, merci à tous nos invités et merci à tous pour votre fidélité. Salut tout le monde.